Donc je reçois à nouveau à la Bibliothèque Astrologica Dominique Trochet, que vous avez déjà pu apprécier, et nous allons avoir une petite des causeries. Alors je voulais vous interroger, lancer le débat sur la question des aspects. Alors les aspects, et puis après on parlera aussi de la question. Alors les aspects d'ailleurs c'est lié aussi au cycle. Alors évidemment peut-être qu'on pourrait commencer par là. À votre avis, comment est-ce qu'un cycle commence à partir de quelle configuration un cycle? La conjonction. La conjonction, oui. Et comment alors est-ce que vous avez une vague théorie sur les états successifs d'un cycle? Alors par exemple la conjonction, le carré, l'opposition. Qu'est-ce que vous avez appris ou qu'est-ce que vous avez conçu à ce sujet? Vous, c'est ce que vous utilisez, carré et opposition. Moi, je pense qu'on peut utiliser tous les aspects. Ah oui, il y a aussi ce problème-là. Alors là, effectivement. Avec les quintiles inclus. Oui, d'accord. Ça, c'est certain que. Mais globalement, est-ce que vous avez. Si vous deviez expliquer à un étudiant en astrologie comment se déroule un cycle, quels sont les états successifs du cycle? Alors vous avez. Effectivement, c'est plus simple de dire qu'il y a que 3 ou 4 états que de dire qu'il y en a 7 ou 8, évidemment. Alors qu'est-ce que vous pouvez penser justement, Dominique, qu'il vaut mieux commencer par la conjonction que par le carré? Et d'ailleurs, à votre avis, si on prend les équinoxes et les solstices, la conjonction correspond plutôt au solstice ou à l'équinoxe? Et inversement pour le carré, si on doit faire une analogie. Parce que l'équinoxe, normalement, précède le solstice. D'un point de vue purement... le printemps précède l'été, par exemple. Oui. Et donc là, dans le cadre de la conjonction qui devient tôt ou tard un carré, alors est-ce que la conjonction, c'est l'équinoxe qui devient le solstice, ou le solstice qui devient l'équinoxe? J'aimerais bien savoir où vous en êtes à ce sujet, Dominique. Je suis dans la théorie traditionnelle, je suppose, où c'est le début de l'année commence au début du printemps, donc pendant l'équinoxe. Oui. Alors justement, alors le début de l'année commence au printemps, donc ça veut dire que l'équinoxe correspondrait à la conjonction. Mais et donc le carré correspondrait au solstice. C'est ça. Vous vous rendez bien compte que ce débat est très important, parce que ça modifie complètement l'interprétation du cycle selon ce qu'on mette l'équinoxe d'abord et le solstice après, ou plutôt quand on met le carré d'abord ou la conjonction après. C'est un débat qui, à mon avis, n'a pas tellement eu lieu jusqu'à présent. Actuellement, comme vous dites, c'est plus ou moins bon. Cela dit, par exemple, la nouvelle lune, elle correspond à quoi, à votre avis? C'est une conjonction. Oui. Vous voulez dire par rapport aux équinoxes et aux solstices? Oui. C'est une nouvelle lune, le printemps, ça équivaut. Pour moi, ça équivaut à peu près au niveau du symbolisme. Le printemps. La nouvelle lune, à ma connaissance, la nouvelle lune, c'est une conjonction. Oui. Mais en même temps, c'est la nuit. C'est la nuit. Non, parce qu'on peut avoir une nouvelle lune pendant le jour. Mais... Non, mais je veux dire que c'est le moment où on voit le moins la lune. Oui. Bon. Et voilà. Donc, dans le rapport entre la nouvelle lune et la demi-lune, enfin le premier quartier de lune, on voit plus la lune au premier quartier de lune qu'à la nouvelle lune. Oui. Mais on la voit plus à la pleine lune. Oui, mais ça c'est le même principe. C'est-à-dire que nous on est dans une dialectique nouvelle lune. Après c'est le même problème. C'est-à-dire que, alors justement, la pleine lune et la nouvelle lune, ce sont des situations extrêmes.
Ah oui, donc c'est là où, pour vous, elle correspondrait au solstice, parce que c'est aussi les situations extrêmes entre jour et nuit, la durée. Je ne vais pas dire, effectivement. Mais oui, bah, dans la discussion, on ne peut toujours pas arriver à un moment donné où ça bute. Le carré, la demi-lune, c'est un état intermédiaire. Mhm. C'est-à-dire que c'est moitié lune, moitié pas lune, enfin bon, etc. Bon. Et l'équinoxe aussi, c'est un état intermédiaire. Et le quartier de lune, la pleine mi-lune, c'est le carré du soleil à la lune. La pleine lune? Non, la demi-lune. Oui, c'est ça. Bon, donc la demi-lune correspond à l'équinoxe. C'est QFD. C'est intéressant Oui. comme vision. Ah oui. Donc, voyez-vous, donc là on avance dans la discussion. De la même façon, l'état de commencement est un état plus ou moins indifférencié, si vous voulez, plus ou moins compliqué, hein, puisque tout est en germe, tout est possible, etc. Oui. Et donc l'équinoxe, c'est aussi cet état justement un peu le jour et la nuit, l'été et l'hiver, les chats, c'est le crépuscule, c'est l'aube, hein, c'est l'aube et le crépuscule. C'est le passage entre chien et loup, enfin, c'est un passage comme ça entre les deux. Donc, bon, c'est justement. Alors justement, ce qui est important, c'est de savoir, maintenant on va passer sur le plan psychologique, quand vous étudiez la psychologie de quelqu'un, quand il commence quelque chose, il n'a pas encore la même assurance que lorsque les choses ont déjà mûri, quand elles ont déjà évolué. Donc le commencement, c'est quelque chose qui peut se faire de manière équinoxiale, c'est-à-dire que voilà, c'est comme au début d'une course, hein, tout le monde est là, tout le monde est possible, tout est possible, tous les possibles sont là, et puis petit à petit, ça se décante, ça s'élague. Et c'est là qu'il y a le solstice, justement. Donc, il est évident que si vous n'avez pas un bon outil sur ce plan-là, vous allez faire des prévisions qui ne vont pas marcher. C'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas un bon schéma de base, vous allez... Alors, ce qui est intéressant, c'est sur le plan... j'aime bien les analogies. Par exemple, bon, vous êtes encore assez jeune, enfin, vous savez ce que c'est que la rencontre entre un homme et une femme. Moi, dans l'ensemble. Généralement, ça commence comment, une relation entre un homme et une femme? Comment ça commence comment? Par une discussion, voilà. Par voir si on s'attache à la personne ou pas. Ou voilà, si c'est ça. Il y a des il y a préliminaires, il y a qui- des prises de contact, etc. Mhm. Bon, on est dans le social, si vous voulez, un petit peu. Et puis, à un moment donné, ça prend une autre dimension, si ça se fait. Oui. Donc à ce moment-là, on rentre dans un processus qui est d'un autre type. Comment est-ce que vous opposeriez le moment des préliminaires et de la rencontre et le moment où le couple se forme réellement et peut même aboutir à un accouchement? C'est-à-dire, comment est-ce que vous voulez que je le mette en dialectique? Eh bien, dire qu'il y a des périodes où on commence déjà à s'imprégner un peu d'un milieu, on prend des contacts, on tâtonne. C'est ce moment justement équinoxial où voilà, on joue, on avance un petit peu comme ça, sans très bien savoir ce qui va se passer. Et puis à un moment donné, ça bascule. Je sais pas, on pourrait un peu je prendrais l'analogie comment on appelle ça, des triplicités. Cardinal fixe mutable. C'est le mode cardinal où on commence une entreprise, on s'habitue à la personne, on s'habitue aussi à savoir quel type de comportement on va avoir sur le long terme, parce que
Quand on vit avec quelqu'un, on n'a plus le même comportement que quand on vit tout seul. Donc la première phase où on rencontre la personne, c'est la phase où on s'imprègne de l'autre et cette imprégnation nous change nous-mêmes pour que au moment où on passe à la phase du couple, on puisse enfin en fait mettre en place ces habitudes sur le long terme. Oui. Mais plus concrètement, quand le couple se forme, on n'est plus complètement dans le social, si vous voulez. Parce que il y a un rapport sexuel, il y a un processus d'enclenchement éventuellement au niveau de la procréation. Donc on est dans quelque chose qui est... il y a un engrenage qui se produit quelque part. Hein. Donc on n'a plus la même liberté d'action que lorsqu'on était dans la phase de tâtonnement, de recherche, de prise de contact. Et justement, c'est ça l'opposition entre l'équinoxe et le solstice. Le solstice, c'est quelque chose qui arrive à son extrémité, à son aboutissement. Et donc l'aboutissement, c'est le solstice, et le solstice, c'est la conjonction. La conjonction, c'est le moment où on sort de la quadrature, de la période comme ça d'imprégnation, d'immersion, voilà, de prise de contact, de prise de connaissance, où l'on fait un choix parmi tous les possibles. Donc il y a déjà, c'est comme dans une course, à un moment donné, tout le monde n'est plus dans la course. Toutes les possibilités ne sont plus là, forcément. Voilà. Et effectivement, à ce moment-là, la question qui se pose pour moi, c'est qu'est-ce que ça peut faire au niveau de la prévision? C'est-à-dire quel genre de... Quand on a un transit, puisqu'on parle de transit ici en fait, quand on a un transit qui n'est plus celui de la quadrature, mais celui de la conjonction, alors avec Jupiter c'est au bout de 3 ans, à ce moment-là, le côté social est moins important. On est dans la... Voilà, il faut que les choses se fassent, il faut que ça fonctionne, il faut que ça aboutisse, etc. Et ça veut dire qu'on passe du plan, presque du plan spatial au plan du temps. Spatialité, on explore la quadrature, et puis là, on rentre après dans la conjonction, dans un processus comme ça, où il y a un temps qui va se présenter, avec un calendrier qui va s'imposer, toutes sortes de façons, le mariage, le baptême, etc. Donc, s'il y a un basculement, les choses deviennent beaucoup plus pesantes quelque part. La conjonction apporte une force, une pesanteur que n'a pas encore la quadrature. Moi j'ai une question, alors, puisque ça fait pas longtemps que vous avez changé votre système. Avant c'était Jupiter ascendant, maintenant c'est Jupiter Soleil, c'est ça? Et avant c'était encore autre chose. Oui, Saturne étoile fixe. Oui, il y a beaucoup d'étapes. Oui, d'accord. Mais maintenant que vous avez trouvé ce nouveau système, est-ce que vous avez réfléchi à qu'est-ce qui s'est passé quand Jupiter est passé sur votre Soleil? C'était quoi, il y a 2 ou 3 ans, je crois. Ben oui, mais il passe non seulement il passe sur mon Soleil, mais en plus il est en opposition, ça revient au même. Donc il passe tous les 6 ans sur mon Soleil, soit en conjonction, soit en opposition. Alors, effectivement, oui, mais enfin je ne vais pas rentrer, on n'est pas là pour rentrer dans les histoires personnelles à ce niveau-là, mais il est clair que ce que ça veut dire en gros, parce que moi j'ai quand même un certain âge, on peut travailler quand même sur une bonne douzaine de cycles de ce cas. Hein. Puisque l'avantage de Jupiter, c'est quand même qu'on a tous les 6 ans une phase, un système entier. Donc, voilà. Et donc, si vous multipliez par une dizaine vous avez quand même pas mal de statistiques possibles dans ce sens. Il faut quand même que les choses retrouvent un peu la même dimension à chaque fois. Vous ne cherchez pas quand même à avoir une approche empirique, c'est-à-dire que vous avez votre système qui est constitué. Là où vous dites Soleil-Jupiter, vous regardez dans les éphémérides à chaque fois qu'il y a eu les conjonctions et vous voyez si dans votre conjonction mémoire... ou opposition, hein, comme dit. Le fait de parler de votre expérience, de ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est ça qui va intéresser la science astrologique. Vous parlez de science des leaders, si vous considérez comme un leader, oui. Bien que vous parliez de qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans votre vie pour que les générations futures puissent savoir. Oui.
Oui, on pourrait évidemment, oui, si vous étiez en train de m'interviewer, on pourrait éventuellement se poser ce genre de questions. Il est clair que, vous avez raison de parler de leader, il est clair que si on n'a pas eu une vie de leader, on ne peut pas travailler dans ce domaine. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ces contrastes, ces phases successives, ces changements, etc., bon, si mon système ne fonctionne pas pour une personne, c'est qu'elle ne correspond pas au système. Donc ça, c'est clair. Alors effectivement, j'ai déjà écrit à plusieurs reprises, le leader a deux visages. Soit il est dans le social, donc dans cette période de quadrature dont je parlais, c'est-à-dire qu'il rencontre des gens, il essaye il s'inspire des gens qu'il peut rencontrer, ou alors il bascule, ou autrement, il va être plutôt concentré sur la réalisation, l'écriture, quelque chose de. L'autre jour, je pensais à Barbeau, justement. Barbeau, qui a ce côté Janus aussi, voyez-vous. Par exemple, en 53, 54, il est complètement dans le côté social. Hein. C'est-à-dire que il participe au congrès, il organise, enfin, il est animateur du congrès de Paris 53, mais en plus, il s'occupe de la Fédération française d'astrologie qui se met en place à Strasbourg, etc. Donc c'est un côté, c'est pas l'écrivain là, mais il va basculer vers l'écriture. Hein, il y a déjà, bon, par exemple, en 55, il publie Défense et illustration de l'astrologie. Donc c'est quelqu'un qui est tout le temps dans le basculement. C'est-à-dire, tantôt, on se dit, ah ben voilà, quelqu'un qui est très social, etc. Et puis d'autres moments, non, oh là là, et je me concentre sur mon travail, sur mes études, sur mes recherches. Et puis après, ça recommence dans l'autre sens. Et ça, c'est ce côté Janus qui est absolument essentiel pour identifier ce que j'appelle le jupitérien. Si vous n'avez pas cette dimension Janus, qui est très importante parce que, autant dans le social, vous avez une capacité d'attractivité importante, autant quand vous êtes dans le domaine de l'écriture, de la réflexion, vous faites un peu le vide autour de vous. Et le jupitérien est capable de générer ces deux situations alternativement, ce qui est assez déconcertant. Je dis, c'est un type qui est très peu, qui est complètement dans ses études, dans ses travaux, et puis on s'aperçoit à un moment donné qu'il va organiser des trucs, des colloques, des trucs comme ça. On dit, mais on ne pensait pas du tout qu'il allait faire ça. Et inversement, on dit, tiens, il organise des trucs comme ça. Ah oui, mais il s'occupe aussi de... etc. Donc, on pourrait poser la question. Voilà. Donc, on reconnaît assez facilement, par ce côté Janus, la personne. Alors, s'il a cette dualité, alors là, on peut appliquer le modèle. On peut voir si, effectivement, les périodes où il est un pôle d'attractivité sociale, où il s'occupe surtout de bien gérer ses relations, les contacts, etc. Il a un carnet d'adresses, il rencontre des tas de gens, etc. Et puis des périodes où, au contraire, il fait un peu le vide et il publie, il écrit, il rédige, etc. J'ai vu parmi vos colloques, il y avait une critique de certains astrologues qui, en regardant les thèmes de chefs d'entreprise, disaient qu'ils avaient des thèmes médiocres. Donc il y a un peu l'idée sous-entendue que comment se fait-il que ces gens-là soient des chefs d'entreprise alors que leur thème ne les destinait pas forcément à ça, quoi. Donc moi j'ai une question. Moi je ne m'intéresse pas au thème de naissance. Mais c'est une introduction. Ouais. Je finis mon truc. Donc moi la question que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a des leaders qui sont leaders de fait, mais qui n'étaient pas censés être destinés à l'être, et dont le thème natal finalement, celui de Soleil Jupiter, ne s'applique pas. C'est ma réponse, puisque pour moi le thème natal n'a pas de valeur, n'a pas de signification. À part le fait que ça me donne la position du Soleil. Voilà. Mais c'est le point du Soleil ne veut rien dire. La position du Soleil ne... Oui, mais le cycle Jupiter-Soleil. La question c'est, vous semblez dire que les gens qui ne sont pas leaders ne sont pas concernés par ce cycle Jupiter-Soleil. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais ça ne dépend pas de leur thème natal. Je crois qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris là, apparemment. Oui, c'est pas ce que vous dites, c'est pas à partir du thème natal que vous déterminez si la personne est leader ou pas.
Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que pour vous, tous les leaders sont concernés par le cycle Soleil-Jupiter? Oui, mais pas du fait de leur thème natal. Oui. Hein, pas du fait de leur thème natal. Et donc, ma question était même plus poussée que ça. C'est est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui se retrouvent leaders de fait sans qu'ils aient rien demandé à personne et qui, du coup, ne seraient pas concernés par ce cycle Soleil-Jupiter? Pourquoi? Puisqu'ils se retrouvent leaders. Oui, mais ils ne l'ont pas demandé. Il y a des gens Mais qui... qu'est-ce qui a dit qu'il fallait le demander? il y a des gens qui recherchent le pouvoir et d'autres qui l'ont de Non, fait. non, je ne crois pas à ça, moi. Je ne pense pas qu'on demande à être ceci ou cela. Ça vous est donné. Moi, mon côté leader, c'est pas moi qui l'ai demandé. C'est des gens qui sont venus vers moi en 74-75. Déjà, à votre âge, il y a des tas de gens qui sont venus vers moi dans un groupe et qui voulaient que, voilà, qui m'ont mis naturellement devant, voilà. C'est pas moi qui voulais. De la même façon, non. Alors ça, de l'autre côté, vous avez raison de m'interroger là-dessus. Moi, j'attache d'importance à ce qu'on pourrait appeler la grâce. C'est une grâce, et de la même façon, d'ailleurs, ça vous est pris et ça vous est enlevé. Vous pouvez très bien à un moment donné être, et puis revenir après. Hein. Attention, ça revient, parce qu'il faut que ça revienne. C'est pas un truc ponctuel. Si ça s'est produit, comme vous dites vous-même, si ça s'est produit à un moment donné, il faut que 6 ans après, ça revienne automatiquement. Si ça ne revient pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est une coïncidence. C'est pas ça. Donc empiriquement, oui, il faut voir effectivement que, je reprends le cas de Barbeau, un Barbeau à un moment donné, ça n'intéresse plus de jouer au leader qui va rencontrer des gens, qui va réunir des gens, etc. C'est pas son seul truc. Il a un autre besoin par ailleurs qui va le prendre comme ça. Il sait même pas lui qu'il a voulu. Il faut bien comprendre qu'en astrologie, on ne veut pas les choses. À un moment donné, on est obligé d'aller dans une direction ou dans une autre. Et on bascule de l'un à l'autre presque de manière, je dirais, presque électrique. C'est-à-dire que, voilà. Il y a quand même une forme de déterminisme, du coup. Ou de fatalité. C'est pas vous qui l'avez décidé, c'est ah oui, les circonstances vous ont poussé à devoir agir de telle sorte. Oui, mais de toute façon, ça, j'ai toute une théorie là-dessus. Hein, les leaders sont des instruments tout à fait particuliers de l'humanité, hein, qui jouent sur les deux tableaux, à la fois préparer le futur et gérer le passé. Gérer le passé, c'est-à-dire ce que j'appelle c'est-à-dire gérer le passé, c'est-à-dire s'occuper. Par exemple, je prends par exemple des gens comme Napoléon, par exemple. Eh bien, il a été chef de guerre, mais il a également été tout à fait important. C'est lui qui a créé le Code civil, par exemple, qui n'a rien à voir. Donc il y a des moments où ça se passe sur un autre plan. S'il n'y a pas ces deux aspects du personnage, si vous n'êtes pas en face d'un vrai leader et d'un vrai jupitérien. Donc, voilà. Bon, par exemple, il y a des personnages comme ça, on ne sait pas très bien. Il y a des gens... Alors, effectivement, le leader, c'est à la fois une grâce et une disgrâce. Parce qu'à un moment donné, il ne peut plus continuer comme... par exemple, on sait très bien, par exemple, qu'un leader jupitérien, au bout de quelques temps, il ne peut plus continuer à faire ce qu'il faisait. Il est obligé de passer à l'autre côté. Donc ça, on pense presque à la Lune. Et, voilà. Donc il est obligé de... Il y a un autre appel qui vient et qui nous dit, voilà, maintenant, il faut... Et ce qui est extraordinaire, c'est que aussi bien la phase de quadrature va faciliter les relations, et ben c'est même lui qui va être happé par ces relations, les gens vont venir vers lui, et la phase de conjonction va lui éviter ces choses-là. C'est-à-dire qu'on va plus l'embêter, on va le laisser travailler. De même façon que dans le couple, à un moment donné, on est dans la recherche, dans la rencontre, et puis à un moment donné, il faut se fixer. Là, vous étiez en train d'ébaucher quelque chose que vous n'avez pas terminé, sur cardinal fixe mutable. Oui. Alors, je ne sais pas si la comparaison est valable. Bon, c'est vous qui l'avez lancée, parce qu'elle peut prêter à confusion. Parce que cardinal, pour désigner la phase équinoxiale, c'est ce qu'on pourrait appeler, on essuie les plâtres. Mais je ne crois pas que tout le monde interprète la notion de cardinalité comme ça.
il y a des gens qui pourraient le comprendre exactement à l'inverse. Dans le zodiaque, c'est que chaque phase de chaque En tout cas, signe cardinal, le début d'une saison, phase. le début d'une saison, c'est jamais le moment où la saison est à son point maximum. Oui. D'accord. Bon, voyez-vous. Donc c'est bien pour ça que je vous dis, encore une fois, il vaut mieux être dans l'équinoxialité à ce moment-là, parce que l'équinoxe, c'est un moment comme ça de commencement où progressivement on voit que le jour va l'emporter sur la nuit ou la nuit emporter le jour, mais c'est progressif. Donc c'est pas quelque chose qui est donné. Voilà. Donc c'est pas brutal. L'équinoxe n'est pas brutal et la quadrature n'est pas brutale. Alors je voudrais qu'on revienne sur la question des aspects. On fait une petite parenthèse on est toujours sur les aspects. Tout quelle est la différence entre un transit, un aspect dans le thème natal et un aspect en mondial, par exemple comme la conjonction Jupiter-Saturne, etc. Quelle est la différence entre ces trois types d'aspects, Dominique? La différence entre ces trois types d'aspects, c'est surtout une différence de nature dans l'outil utilisé. L'aspect au thème natal, c'est censé être... L'aspect dans le thème natal, enfin. Oui, dans le thème natal. C'est censé être quelque chose qui reste à vie, puisque le thème natal est une sorte de synthèse. D'accord, je vous écoute. Une synthèse à vie. Après, je vais redévelopper là-dessus. Le transit, donc c'est un passage d'une planète du ciel actuel à une planète du thème natal. Et un aspect dans le ciel, effectivement, ça concerne le monde. Par contre, il y aura une différence, notamment dans les orbes, dans la manière de considérer ces trois-là. Ouais. On va accepter des orbes beaucoup plus grands dans le thème natal. Oui. Même si moi, je pense que je suis partisan quand même de garder les aspects les plus précis pour dire c'est ça qui si on veut parler de quelqu'un, on a le plus de chances de tomber juste en parlant des aspects les plus précis. D'accord. En transit, moi je sais qu'il y a des astrologues qui utilisent des grandes orbes, parfois à 4 à 5 degrés, voire même plus. Perso, je suis partisan de 1 degré avant et après. 1 degré, c'est-à-dire 30 minutes avant et après le point exact. C'est en transit. Oui. Et je pense que je ferai la même chose en mondial aussi. D'accord. Alors ma question était beaucoup plus vicieuse que cela en réalité. Dans le thème natal, il est rare qu'il y ait des aspects exacts. En transit, normalement, le principe c'est quand même qu'on va attendre que l'aspect se forme. Donc il y a déjà une différence considérable entre les deux cas de figure. On a l'impression que l'aspect est plus en phase avec la notion de transit qu'avec la notion de thème natal. Ce qui est intéressant dans le thème natal, dans les aspects du thème natal, c'est que c'est avec la notion de direction primaire. Oui. En fait, on peut dater l'apparition d'un comportement lié à un aspect. Oui, mais ça, c'est c'est ce qu'on appelait les directions. Oui, les directions, c'est une forme de transit, à la limite, si on peut dire. Oui, mais il faut bien considérer que un enfant qui naît et qui a, je sais pas, une opposition Soleil-Saturne à 6 degrés, son opposition Soleil-Saturne ne sera pas visible durant, entre guillemets, les 6 premières années de sa vie, mais au moment où la direction se forme... Oui, c'est le même principe que les transits. C'est-à-dire que on attend le moment où la configuration se produit. Voilà. Bon, effectivement, ça c'est pour ça que je vous disais que c'est un peu comme c'est le même principe que les transits. C'est-à-dire que on attend la date et c'est pas forcément la date du moment de la naissance, hein. Ça peut être reporté jusqu'à ce que les choses se fassent. Et c'est quelque chose qu'on voit dans la psychologie des gens. Il y a des gens qui, par exemple, qui subissent un trauma à 10 ans, ils ont une vie tout à fait heureuse. Et la question, c'est de savoir, est-ce que le thème natal retranscrit ça, le fait d'avoir un trauma qui va ensuite se répercuter sur toute la vie. Alors, de la même façon, dans le thème natal, il peut ne pas y avoir effectivement au moment où on est, il peut ne pas y avoir de transit significatif, mais ce transit va se produire à un moment donné. Mais ce que j'étais en train de dire, c'est que il semblerait, si vous voulez, que d'un point de vue analogique, la théorie des aspects est faite pour les transits, en fait. C'est-à-dire que elle est parfaitement maniable avec les transits. C'est-à-dire, voilà, il y a un aspect qui se produit pas, qui se produit plus. Voilà, c'est clair. Alors que quand on applique cette théorie du système des transits au thème natal, ça devient beaucoup plus lourd, ça devient beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'il y a l'aspect, est-ce qu'il n'y a pas l'aspect, etc. Donc ça ne marche pas. Donc c'est ce que j'ai en train de dire. Alors ça, c'est le premier argument. Et le deuxième argument, concernant l'astrologie mondiale. Eh bien là aussi, je fais une critique. Parce que, tout simplement,
qu'est-ce que ça veut dire que, par exemple, Jupiter est en conjonction avec Neptune? Ça ne veut rien dire du tout sur le plan astronomique. Bah, qui sont dans la même région du ciel, quoi. Même, enfin, la même longitude, Oui, c'est ça. mais pas la région du ciel. Ils peuvent être à des... Oui, c'est ça, mais c'est parce qu'ils n'ont pas la même latitude. Mais... Oui, bah, c'est pas, on ne peut pas dire qu'ils sont dans la même région du ciel, enfin, si on veut, peu importe. Donc, mais non seulement ça, mais en plus, ils ne sont pas réellement liés entre eux. Oui, mais ça, vous avez une vision vraiment astronomique. Le principe de l'astrologie, c'est que le ciel est un reflet de ce qui se passe sur Terre. Donc, que de manière héliocentrique, Jupiter et Neptune ne soient pas alignés, bon, bah, ça, c'est un fait. Mais de notre point de vue, ils le sont, et c'est ça qui est Oui, important. mais non, oui, d'accord. Non, mais vous avez raison. Le problème, c'est que dire que quand normalement un cycle, ouais, c'est un facteur qui tourne autour d'un autre facteur. Hein, bon. Alors, c'est pas du tout ce qui se passe. Hein, d'accord. Donc là, il faudrait quand même que vous vous réveilliez un petit peu. Ça passera jamais, quand vous dites des choses comme ça passera jamais au niveau d'un astronome, ce genre de discours. Il n'y a pas. Moi-même, à l'époque, on m'avait fait des objections. C'est évident que ça ne veut rien dire. Hein, la notion de cycle n'est pas, elle n'est pas viable au niveau de l'astrologie mondiale, en fin de compte. Je vois pas ce qu'un astronome pourrait redire à ce que j'ai dit. Bah, il va vous dire que parce que pour lui, il faut déjà que un astre tourne autour d'un autre astre. Donc, il peut imaginer. Donc, des moments que Bah, vous. De fait, c'est ce qui se passe. Il tourne autour du Soleil. Donc Mais oui, mais il ne tourne pas autour de l'autre. Si vous dites Saturne-Neptune, non, Saturne ne tourne pas autour de Neptune. Ah oui, mais même si on prend le Soleil dans le point de vue du Soleil, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, bah, il y a bien une qui avance plus vite que l'autre et il y a bien un cycle qui se forme. Je comprends pas dans quelle direction vous voulez aller. Parce que vous ne voulez pas comprendre. On est en train de dire qu'en réalité, la théorie des aspects, elle est essentiellement et presque uniquement utilisable pour les transits. Alors, cela dit, la théorie des transits, elle n'est pas reconnue par les astronomes, puisque par définition, il s'agit du passage d'une planète sur un point du thème natal. Oui. Mais là, il n'y a pas d'ambiguïté. On n'est pas dans l'astronomie. Mhm. Donc à ce moment-là, on pose clairement, voilà, bon, ok, voilà. Donc finalement, bon, la théorie des transits, c'est une théorie proprement astrologique. Oui. Hein. La théorie, l'astrologie mondiale à la Barbeau, c'est une théorie astronomique, mais qui n'est pas recevable astronomiquement. Hein. Donc c'est quelque chose qui ne passe pas. Et la théorie des aspects dans le thème natal, ça ne tient pas non plus tellement debout. Voyez-vous. Donc là, si on compare les trois systèmes d'aspects, le seul qui soit épistémologiquement acceptable, c'est l'aspect de transit. Les autres, ça... Bon, cela dit, bien évidemment, moi si je dis par exemple à un astronome que moi ce qui m'intéresse c'est le passage de Jupiter sur la position du Soleil natal, je ne prétends pas lui apprendre l'astronomie. Oui. Hein, je ne lui prétends pas lui dire... non, je lui dis effectivement, il y a un élément. Alors, il n'est pas obligé de l'accepter, mais je ne suis pas en train d'aller sur ses plates-bandes. Je ne suis pas en train de lui inventer des trucs qui ne vont pas lui plaire. Mhm. Je lui dis, c'est autre chose, c'est un autre système, donc c'est clair. Donc, la seule position qui soit à peu près défendable, c'est de dire bon, voilà, mais moi je m'intéresse à un facteur qui est dans le ciel, et je le connecte en tant qu'astrologue à un facteur qui est dans le thème natal. Point. Donc, il ne peut pas me dire que c'est pas... Il peut rien me dire, il ne sait pas son truc. Mais si je commence à lui dire qu'il y a une conjonction dans le ciel, parce qu'il y a une différence énorme entre dire il y a une conjonction entre une planète et un point du thème natal, et de dire qu'il y a une conjonction entre deux planètes dans le ciel. Ça n'a rien à voir. Bon, dans le planète, conjonction, comme vous dites vous-même, la planète une conjonction entre Saturne et Neptune, ça ne veut rien dire. Astronomiquement, ça ne veut rien dire. Non, c'est pas vrai. Même là, maintenant, il y a plein d'astronomes qui parlent de la conjonction Saturne-Jupiter, notamment pour l'observer. Oui, pour l'observer. Mais c'est pas. Alors, effectivement. La notion de cycle, elle intervient. Mais pour l'observer, pour faire. Encore, Excusez-moi, pour observer quoi?
la conjonction de Saturne et Jupiter. Mais on va l'observer de quel point de vue? Pas du point de vue de l'astronomie, au sens strict du terme. Ah si, là je parle des astronomes. Non, mais je sais, mais à un niveau tout à fait secondaire, marginal. Ça n'est pas au cœur de la science astronomique. Non. Bon, ben voilà, il faut distinguer en astronomie les éléments centraux qui sont vraiment au cœur de la science astronomique et des éléments qui sont complètement épiphénoménaux, secondaires, marginaux, etc. Bon, de la même façon que, par exemple, le nom des planètes, ça n'a aucune importance pour les astronomes, le nom des signes zodiacaux n'a aucune importance, etc. etc. Donc, ils les utilisent, c'est ce qu'on appelle du métalangage. Qu'est-ce que vous voulez si un astrologue, un astronome s'intéresse au moment où Jupiter est en conjonction avec... Il ne va pas en tirer des informations significatives au niveau de la science astronomique, je peux vous assurer. Hein, c'est purement à un moment donné qu'on se dit, voilà, on va étudier ça, parce que ces astronomes, ils ont aussi un côté poétique, ils veulent regarder le ciel, vous n'avez qu'à lire certaines revues d'astronomie, ben voilà, mais c'est pas l'astronomie au sens de la science astronomique. Ça peut toujours servir pour l'exploration spatiale aussi. Non, mais non. Oui, et même si c'est l'exploration spatiale, c'est pas vraiment l'astronomie, bon, c'est un côté tout à fait annexe de l'astronomie. Bon, enfin écoutez, donc de toute façon, ce que je voulais dire, effectivement, c'est que là, sur l'impôt à notre conversation, nous avons dit deux choses. Premièrement, on a posé le débat sur conjonction et quadrature, équinoxe et solstice. Et deuxièmement, on a posé le débat sur le fait que les aspects la théorie même intrinsèquement de la théorie des aspects est une théorie qui est parfaitement en adéquation avec la théorie des transits. Et elle est beaucoup moins, aussi bien pour l'étude des aspects dans le thème natal qu'au niveau des aspects au niveau mondial. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais... Oui, enfin bon. Après, je vous l'aurais dit. Et est-ce que vous connaissez la théorie des grandes conjonctions, Jupiter-Saturne? Oui. À votre avis, elle est fondée sur quoi, cette théorie? Comment est-ce qu'elle est articulée? C'est Abou Mazar qui l'a trouvée au même Oui, non, mais justement, comment il a exposé cette théorie? Il y a des conjonctions Jupiter-Saturne tous les 20 ans. Tous les 200 ans, il change de triplicité d'éléments. Voilà. Et tous les 960 ans, je crois, il y a un retour au signe de feu. Oui, d'accord, c'est bien. Donc, effectivement, c'est cela. Là, par exemple, on est passé, il y a eu la conjonction Jupiter-Saturne qui a un changement de triplicité d'éléments. Oui, c'est très important ce changement. Qui est passé de Terre à R. Alors, effectivement, c'est ainsi. Et pourquoi, à votre avis, on parle des triplicités dans la théorie des grandes conjonctions? Je sais pas. Ah si. Parce que deux conjonctions Jupiter-Saturne se suivent toujours à 120 degrés de distance. C'est ça l'explication. S'il n'y avait pas ces 120 degrés de distance chaque fois, on n'aurait pas relié ça à la théorie des quatre éléments. Oui. Donc, voyez-vous, ça c'est un point qu'il faudrait que vous connaissiez. C'est pas par hasard qu'il a dit ça comme ça. Si effectivement il y avait des aspects de 80 degrés entre les différentes conjonctions, il aurait utilisé un autre système que celui des triplicités. Bon. Donc c'est simplement parce que ça se produisait à 120 degrés de distance chaque fois que l'idée de relier ça aux triplicités et aux quatre éléments est venue. Il y a Luc Viget qui a fait un développement de cette théorie sur les conjonctions du ciel selon le signe dans lequel ils se font et voir la cyclicité des signes. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Non, écoutez, vous savez très bien que moi je ne m'intéresse pas aux conjonctions qui ont lieu dans le ciel. Donc de toute façon, en tant qu'historien, bien sûr, je peux m'intéresser. Parce que moi j'ai plusieurs casquettes. De toute façon, j'ai la casquette de l'historien, du sociologue, du chercheur, etc. Donc tout dépend de quel point de vue je me place. Mais tout dépend à qui vous vous adressez, si vous vous intéressez à l'historien, au sociologue ou au chercheur. Bon, donc, et pour vous, la triple conjonction actuelle de l'année dernière, Jupiter, Saturne, Pluton, et celle de 1989, c'était quoi? Saturne, Uranus, Neptune, qui correspondrait à des grands événements de l'humanité, sont des coïncidences? Pour moi, ça n'a aucune importance. Pour une raison très simple, mon cher Dominique, c'est qu'une configuration dans le ciel est inopérante s'il n'y a pas un relais. Quel type de relais? Un relais humain. C'est-à-dire que la configuration elle-même est neutre. Tout dépend de l'aspect qu'elle va former avec le thème d'un leader donné. Et donc, la même configuration aura un impact totalement différent
parce qu'avec tel leader, elle sera en carré, avec tel autre leader, elle sera en conjonction. C'est ça la nouvelle astrologie, voyez-vous. Et c'est là que Barbault a fait une impasse. Il n'a absolument pas voulu comprendre que les configurations dans le ciel étaient neutres. Elles étaient complètement neutres. Ce n'est que les aspects qui sont formés avec le thème de tel et tel leader. Et si c'est tel leader, donc si vous voulez, donc ça veut dire que la même configuration est polysémique. Elle pourra avoir une signification. Par exemple, pour moi, à un moment donné, elle aura une valeur parce qu'elle sera en quadrature, et pour mon voisin, elle sera en opposition. Donc en elle-même, ça ne veut rien. Et c'est ça justement la force de l'astrologie. C'est-à-dire l'astrologie, ce n'est pas uniquement de regarder où se placent les planètes, c'est de dire, voilà, bon d'accord, mais la planète, oui, mais comment elle va impacter notre Terre? Elle va l'impacter par le canal des leaders. Et c'est pour ça que les leaders font partie complètement du système astrologique. Sans le leader, les astres n'ont aucune action sur nous. Et à travers les leaders, qui eux-mêmes ont une action sur la société, etc., effectivement, ça se fait comme ça. Il n'y a pas d'action directe. Là, pour répondre à votre question, au cas où vous n'auriez pas encore compris cette position-là, c'est ce que j'appelle la théorie de la relativité. C'est-à-dire que l'action de l'astre dans le ciel dépend totalement du leader qui sera impacté, des différents leaders qui seront impactés et qui seront impactés différemment les uns et les autres. On tombe dans la relativité, même dans la physique quantique. Non, mais moi j'ai une question à ce niveau-là. Comment, par exemple, par rapport au coronavirus, tous les États du monde ont été confrontés au coronavirus au même moment. Pourtant, on ne peut pas dire que Jupiter était en phase de quadrature ou d'opposition exactement à ce moment-là. Non, mais on peut dire que ça a été traité et géré différemment selon les États. Donc selon la phase du cycle dans laquelle aurait été Jupiter-Soleil, quoi. Non, mais pour telle personne en particulier. Ne parlons pas pour une personne en particulier. Oui. Bon, alors effectivement, telle personne, la même configuration aura des effets impactera différemment. Par exemple, on parlait tout à l'heure puisque moi je suis dans une dualité quadrature-conjonction. Si la configuration impacte quelqu'un en quadrature, il va gérer la situation autrement que tel autre leader qui sera impacté en conjonction. L'un va accorder plus d'importance à la dimension sociale, les gens, etc. L'autre va accorder plus d'importance à la dimension économique matérielle, par exemple. Voilà. Donc, c'est résolu. La diversité des réactions. Donc, votre question n'a pas de sens. Il est évident que ça va dépendre complètement. On voit très bien que l'Allemagne n'a pas géré sa crise de la même manière que la France, etc. Il y a des tas de choses comme ça qui sont évidentes. Et le choix, effectivement, on s'aperçoit à quel point le leader, il est prisonnier de cela. Les priorités qu'il va mettre en avant, et même les changements de priorité, parce qu'on comprend bien qu'un leader, il est voué à changer. Il peut très bien, au bout d'un an, passer d'une phase de quadrature à une phase de conjonction, et inversement. Donc là, il va y avoir des revirements, et donc ça explique pourquoi un grand nombre de responsables politiques ont eu des revirements au cours même de leur mandat. Parce qu'entre-temps, on n'avait pas fait attention qu'au bout d'un an, le type, il aurait changé son fusil d'épaule. Après, on va dire, ah mais vous n'aviez pas promis ça, vous n'aviez pas annoncé ça. Ben oui, mais c'est ça, la conscience astrologique, c'est savoir que les gens, le leader n'est pas quelqu'un de monolithique, ni dans ses dons, ni dans son mode de vie. À un moment donné, il faut savoir qu'il va y avoir un changement. Et que dans chaque cas, il est dans l'évidence, une sorte d'évidence, sauf que ce n'est pas toujours la même évidence, simplement. Hein. Moi-même, par exemple, si je prends... j'ai eu beaucoup de périodes où j'ai rassemblé beaucoup de monde, je pourrais même vous donner toute une liste, c'est extraordinaire. Hein. Par exemple, les guides astrologiques, par exemple, ça aussi, monsieur Lenoble n'en parle pas suffisamment. Il ne parle absolument pas, c'est extraordinaire. Dans sa bibliographie de l'arbre généalogique, il ne cite pas mon bouquin sur... guide astrologique, oui. Comment? Vos guides astrologiques. Oui. Il cite celui de 84, mais il ne cite pas celui de 94-97. Alors qu'il est censé faire le bilan pour 2003. C'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire qu'il y ait des lacunes pareilles, c'est fantastique.
on ne va pas faire la psychanalyse là-dessus, c'est pas le débat, mais il y a quand même des choses, on se dit, mais comment... Alors, c'est vrai que moi je suis un peu spécialisé j'ai fait des recherches extrêmement pointues, donc je suis très sévère à ce niveau-là. Mais comment quelqu'un peut-il ignorer, quand il fait une recherche sur l'arbre généalogique, ignorer des documents, des outils de base, il ne les signale même pas dans sa bibliographie. Et alors maintenant, la question que je me pose, moi, psychanalytiquement, je vous dis ça entre nous, si on peut dire, c'est qu'il y a un blocage. Il y a un blocage. À un moment donné, il y a une dimension personnelle, affective, qui fait qu'il n'a pas envie de parler de ça, parce que ça serait trop de donner d'importance à cette personne-là. Ça va jusque-là. Hein? Donc pourquoi il ne parle pas de trigone, alors que ça existait pendant 20 ans? Pourquoi il ne parle pas de... Bon, etc. Pourquoi il y a des choses dont il ne parle pas? Vous pensez que c'est lié à votre personne, du coup? Oui, je pense que c'est lié à ma personne. Parce que, vous savez, moi j'ai commencé l'astrologie, à être un dirigeant du milieu astrologique en 1973, quand je suis devenu vice-président du CIA. Bon, c'est comme ça, je peux rien. Donc c'est même pas mon association. Bon. Alors, et j'ai organisé en 1974 un grand congrès à Paris avec Guizard, etc. Bon. Yves Lenoble, il a attendu les années, je dirais presque 89-90 pour percer. C'est-à-dire qu'il a attendu plus de 20 ans après, bien qu'on ait le même âge, il a quelques mois de plus que moi. Il est né en début 47, moi je suis né à la fin 47. Bon, ça laisse des traces, ces trucs-là. Donc il y a des choses qui, moi je me mets à sa place, il y a des choses qui sont trop lourdes à porter. Et donc ça, subconsciemment, il y a des choses qu'on va évacuer, on ne va pas parler de ça, etc. On ne va pas discuter là-dessus, mais voilà, on peut effectivement sans difficulté parler de ça. Moi, pourquoi quelqu'un commet une erreur? Qu'est-ce qui l'a amené à commettre une erreur? C'est soit parce qu'il a confondu deux choses, soit parce qu'il n'a pas voulu relier deux choses. Enfin bon, il y a des tas de choses qui font qu'on commet une erreur, on a un oubli, ça peut être toutes sortes de choses qui peuvent se présenter. Moi, je reconnais que c'est ce qui m'intéresse, moi, c'est les erreurs que les gens peuvent commettre, et je dois reconnaître que la lecture de l'arbre généalogique de Yves Lenoble a été une source de satisfaction et de jubilation assez extraordinaire. Quand on remarque toutes les erreurs, toutes les omissions, tous les oublis, toutes les confusions, c'est presque un enchantement à la limite. On va changer de vidéo. Parce qu'au bout de 45 minutes,